Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Manufacturing Podcast. Nous sommes le 27 février et en ce jour exceptionnel, je reçois deux invités pour parler de la validation des systèmes informatisés ou la CSV comme on dit en anglais, Computerized System Validation. Alors aujourd'hui avec moi Julien et Bastien, et Mélanie bien sûr, que vous connaissez de toute façon. Alors, je vous laisse vous présenter. Bastien, tu peux commencer si tu veux. Bonjour, moi c'est Bastien. Donc, je travaille dans l'informatique depuis 10 ans avec de l'expérience avant en statistique et en qualité, principalement sur des applications métiers. Le but étant de résoudre des problèmes passionnants sur des sujets passionnants grâce à l'informatique. Pas de développer des applications pour le fun de développer des applications, même si c'est fun. Sur la validation qualité, donc j'ai été avec différents types de clients, des très gros et des très petits, qui font souvent la qualité mal ou pas. Mais il y a rarement le bon, c'est-à-dire qu'on va demander soit beaucoup de choses sans comprendre ce qu'on demande, soit rien demander du tout, ce qui peut fonctionner. Et moi-même, j'ai eu tendance du coup à avoir un peu dérivé au niveau qualité et à avoir pris des mauvaises habitudes. Donc ce sera toujours intéressant d'en discuter. Dans quel sens? En faire trop ou pas assez? En faire pas assez parce que j'ai beaucoup travaillé sur des applications métiers qui avaient des petites cibles, c'est-à-dire des petites équipes et très peu d'applications grand public, on va dire, et avoir fait des applications qui marchaient. Donc chance ou pas, je ne sais pas, mais j'ai eu très peu de tests d'intégration à faire, j'ai eu très peu de choses comme ça. J'ai très peu travaillé dans des gros écosystèmes avec des grosses équipes. C'est vrai que les grosses équipes demandent beaucoup plus de validation. Donc voilà, je sais que j'ai pris certaines mauvaises habitudes. Très intéressant. Bon du premier coup. Et donc Julien? Eh ben pour ma part, donc Julien Baudot, enchanté. Je suis issu d'une formation en informatique, docteur en informatique. Et puis au fil du temps, j'ai dérivé au cours de mon parcours dans la qualité. J'ai toujours travaillé dans le médical, dans les dispositifs médicaux et la pharma, et donc je me retrouve actuellement responsable d'une équipe d'assurance qualité affaires réglementaires pour le logiciel, et puis en parallèle de ça, j'ai une activité où je crée un logiciel pour la mise en conformité des dispositifs médicaux. Ah, intéressant. Ça s'appelle Gordios.app pour ceux qui voudraient vérifier. Tu veux nous développer un petit peu plus à quoi ça sert? Enfin, quel est l'objectif? Déjà, ça part d'une frustration. Donc moi, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je suis dans les dispositifs médicaux et la pharma. Je me retrouve à chacun de mes changements de poste à refaire toujours la même chose. Ah tiens, on ressort notre vieille AMDEC, notre analyse de risque, on ressort les mêmes documents, on les adapte d'une boîte à une autre, on reprend des choses qui marchaient bien d'un côté pour les mettre ailleurs. Et au final, on se dit à chaque fois, mais en fait, il va bien y avoir quelqu'un qui va venir et qui va disrupter tout ça en faisant un carcan clé en main, et puis où on a juste à se concentrer sur l'essentiel et aux choses qui sont vraiment différentes en fonction de nos produits. Et en fait, au fil des ans, je me suis posé la question quasiment chaque année et ça n'est jamais arrivé. Le mieux qu'on trouve, c'est des boîtes qui donnent des modèles clés en main ou alors des IQMS super complexes, super chers et qui permettent en fait juste de faire ce que Jira fait, mais en version validée. Donc, avec mon associé, on s'est décidé à se lancer là-dedans. On prend nos beaux vieux documents qu'on a déjà. On va poser des questions en mode comme un chat à l'utilisateur, au responsable qualité typiquement. Lui, il va dire, ah tiens, est-ce que mon dispositif, alors c'est plutôt pour les dispositifs médicaux, donc est-ce qu'il y a du logiciel dedans, est-ce qu'il est actif, est-ce qu'il est stérile? On a 200 questions, quelque chose comme ça pour le moment, qui vont s'activer ou non. Et en fonction de ça, on va créer un système qualité clé en main, donc un SMQ et un dossier technique pour le dispositif. Et au final, quand l'utilisateur viendra pour tel ou tel document, il y aura juste des questions qui vont permettre de vraiment personnaliser et le 80% sera déjà fait et le reste, les responsables qualité pourront se concentrer sur l'essentiel. Et on a pareil pour tout ce qui est gestion des non-conformités, des CAPA, des change control, où là, typiquement, on enregistre par exemple une réunion, ou alors on donne un compte-rendu de réunion, et puis il va construire lui-même le document de CAPA, le document de change control,
Et puis on a juste à le relire, à changer les choses qui nous vont pas, et puis voilà. Incroyable. Trop fort. En tout cas, l'ambition est grande. On verra ce que ça donne. Que la validation des systèmes informatiques pour le medical device est extrêmement importante parce que ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes pour le patient finalement. Alors, rentrons directement dans le sujet. Alors, qu'est-ce que la validation des systèmes informatiques? Est-ce que tu pourrais nous expliquer, Julien, le concept? Bastien, pareil, n'hésite pas à intervenir si tu veux. La validation des systèmes informatiques, c'est un ensemble de processus qui vont être là pour déterminer que notre système est bien fit for use. C'est-à-dire que on va bien pouvoir l'installer, on va bien pouvoir, donc il y a une phase de qualification notamment, on va bien pouvoir vérifier, valider qu'il atteint bien les objectifs qu'on lui a fixés. C'est-à-dire que si moi j'ai besoin par exemple que ma colonne de chromato elle fasse telle ou telle chose, qu'elle ait telle ou telle performance, je vais m'assurer qu'elle a bien ses performances. Je vais vérifier aussi qu'elle rentre bien dans ma chaîne de production, c'est-à-dire que elle est bien adaptée à ce que je vais lui donner en entrée, qu'elle me donne bien les logs qu'il faut pour tout ce qui est informatique. Donc on reparlera peut-être de data integrity, mais être sûr qu'on puisse tracer les événements les plus importants et tout. En tout cas, qu'elle ne génère pas de risque. On va probablement beaucoup parler de risque aujourd'hui, ni pour le patient, ni pour ma production en elle-même. Et donc pour ça, il y a tout un tas de normes très sympathiques, des 21 CFR, le GOM5, ce genre de choses, qui nous disent quoi faire. Ces normes-là sont juste des normes pour côté pharma et médical, ou est-ce que tu parles de normes qui sont globales pour la CSV Non, c'est des normes qui sont vraiment plutôt pour la pharma. Il y en a quelques-unes qui sont spécifiques au dispositif médical. Elles sont relativement proches les unes des autres. Il y a quelques différences parce que le panorama n'est pas le même. L'industrie pharma, c'est majoritairement des très grandes entreprises. L'industrie du DM, c'est 90% des PME. Donc elles sont légèrement différentes. Il y a le scope qui est différent aussi. La pharma, c'est beaucoup de chimie, de life science, là où le medical device, c'est beaucoup de logiciels, beaucoup d'électronique. Donc elles sont légèrement différentes, mais c'est à la marge. De manière générale, on a plus ou moins les mêmes choses pour les deux. Et alors comment ça se passe? Donc on vient voir avec un logiciel, et puis on dit bon voilà, on va le valider, ou alors du coup c'est quelque chose, comment ça se passe, quel processus de tout ça? Déjà normalement l'industrie qui est demandeuse va devoir faire un cahier des charges. Elle va devoir elle-même savoir ce dont elle a besoin. Alors je sais, c'est pas toujours le cas, mais dans l'idéal, elle devrait faire ce qu'on appelle des URS, des User Requirement System, où elle décrit en gros ce qu'elle attend du logiciel. Par exemple, je sais pas, moi je veux éventuellement que j'ai des logs, que je puisse filtrer mes logs pour n'avoir que ceux qui sont les plus importants. Ça, typiquement, c'est un requirement system. Alors, est-ce qu'on peut préciser, est-ce que je peux essayer de reformuler log pour être sûr de bien comprendre, parce que je pense que c'est pas clair pour tout le monde. Log, en fait, c'est à chaque fois que le système va enregistrer une information, c'est ça? Ouais, un log, c'est une donnée. C'est une donnée qui est enregistrée, qui est mise dans un journal en français. Voilà. Parce que c'est pas forcément le log, c'est quelqu'un qui va se connecter, parce que le log, on pourrait l'analyser comme ça, non? C'est à chaque fois que le système va enregistrer une donnée, quoi. Tout à fait. Et donc, il y a des données, il en enregistre, je sais pas combien à la minute, suivant le logiciel, voire à la seconde. Et quand tu dis filtrer, c'est retrouver aussi ce qui peut être important pour le suivi du produit, de l'utilisation, c'est ça? Ouais. Typiquement, je veux mettre une nouvelle machine, un nouveau système dans ma chaîne de production. Les logs vont être notamment importants parce que c'est eux qui vont déterminer si j'ai des alertes. Il y a des choses que je vais pouvoir voir, mais il y a des choses que je vais pas pouvoir voir.
Par exemple, je sais pas moi, une opération qui a pas pu être réalisée, ça peut être plus ou moins critique. Il peut y avoir un défaut sur ce qui a été produit qui peut être indiqué dans ces logs. Et si on est notamment une des erreurs qu'on voit souvent, c'est qu'on a énormément de logs, ça va noyer cette information et donc on va avoir du mal à voir ce qui est vraiment important et pouvoir retracer la chaîne d'action. Et donc c'est un des aspects qui est important, mais ça fait partie de tout un ensemble, et tout cet ensemble, c'est les URS. C'est en gros, qu'est-ce que moi, en tant que fabricant, j'attends de mon nouveau système. Donc prenons par exemple quelque chose qu'on fait tous les trois, enfin tous les quatre. Donc on part du principe que un industriel veut faire quelque chose, veut en gros un logiciel. Okay, donc là, elle rédige son URS, elle veut, mon logiciel, il doit faire ci, il doit faire ça, il doit faire tout un tas de choses. Et là, du coup, elle va envoyer cette URS à des développeurs finalement, c'est ça? Elle va l'envoyer, elle va éventuellement faire un appel d'offres et ça remontera éventuellement à des développeurs. Soit ils ont déjà quelque chose qui est fit, soit ils vont devoir l'adapter aux besoins, ou alors si ça n'existe pas, c'est éventuellement un développement à façon. Mais dans tous les cas, on a ces URS et c'est à chaque fois qu'on va construire quelque chose, que ce soit donc ces URS, on parlera peut-être plus tard des spécifications, des risques, ce genre de choses. À chaque fois, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir un test qui va y être associé. C'est-à-dire qu'en fin de chaîne, on va faire une validation pour s'assurer que ce qu'on a écrit est bien respecté. C'est-à-dire que si je dis que moi je veux uniquement que je veux quand il y a tel problème qu'il y a un log qui a été fait, pour reprendre le même exemple que tout à l'heure, je vais valider à la fin que c'est bien respecté. D'où l'importance des URS qui sont souvent, on a tous été dans des projets de validation informatique qui sont souvent négligés finalement, alors que c'est hyper important pour déjà définir qu'est-ce qu'on a besoin dans notre outil. Et finalement, derrière, savoir qu'est-ce qu'on va valider. Parce qu'en fait, la validation, c'est vérifier que le logiciel ou la machine, elle répond à notre besoin. Tout à fait. Et puis, s'assurer aussi que non seulement ça rentre dans ce dont on a besoin, mais aussi pouvoir éventuellement se retourner contre le fabricant s'il y a un vice. C'est-à-dire que si moi, j'ai rien spécifié, j'ai pas fait d'URS particulière ou qu'elles ont des trous, je pourrais pas dire au fabricant, oui, mais nous, on attendait telle chose et ça n'a pas été respecté. Tu seras obligé de prendre et puis d'adapter ton système pour faire ensemble de combler toi-même ce manque. Et c'est là où je vais pas être méchant avec le domaine de l'informatique, mais un petit peu des fois, c'est là où certaines entreprises d'informatique en profitent, parce que la personne qui va demander un outil informatique n'est pas capable d'imaginer vraiment ce que va être cet outil informatique à la fin. Donc leur demander eux-mêmes les attentes, c'est parfois très très compliqué pour eux parce qu'ils n'ont pas l'aspect technique. Donc leur demander ensuite de valider cet outil qu'ils n'arrivent pas à concevoir eux-mêmes, ça laisse un flou suffisant pour une entreprise d'informatique se tromper ou en profiter si elle est si elle est mal intentionnée. En fait, là, on tombe sur le fait que l'URS, elle va être rédigée par quelqu'un qui va dire mon besoin, c'est ça, et que il sait pas forcément le traduire je vais simplifier, mais en langage informatique. Et donc, d'après ce que tu dis, il y en a certains qui vont en profiter pour avoir un peu de champ libre pour pouvoir faire en disant tiens, ça, je me dis, ils m'ont pas posé forcément cette question-là, je vais en profiter, je vais faire un peu ce que je veux. Au lieu de dire, je vais vous accompagner pour justement construire l'URS à deux et fiabiliser le système, quoi. S'assurer que ça réponde réellement à votre besoin, quoi. C'est quelque chose qui est parfois un peu difficile à mettre en place avec les clients, mais quand on veut faire les choses correctement, on va dire que on va faire ce qu'on appelle un sprint zéro ou une phase de co-conception où on va aller avec le client pour l'aider justement sur ces tâches-là. D'accord. Et puis nous, ça nous aide parce qu'en tant que développeur, du coup, on a beaucoup moins de doutes sur ce qu'on doit faire. Comprendre le processus, etc. pour vraiment voir finalement. C'est vrai parce que c'est quand on fait comme ça, effectivement, le développeur derrière, il est un peu dans le noir, dans le sens il sait pas du tout comment ça va être utilisé, il comprend pas du tout l'environnement dans lequel ça va être utilisé. Peut-être qu'il comprend un petit peu, mais du coup de voir le contexte d'utilisation. C'est un peu le principe du TDD dont on parlera peut-être après. C'est si on sait la sortie, c'est beaucoup plus facile pour nous d'imaginer ce qui va se passer avant. D'accord. Et ça aussi,
met en exergue l'importance d'avoir des experts de tous les domaines quand on fait ces URS. Si on a juste, par exemple, la prod qui met ses URS, sans avoir, par exemple, l'IT, on va avoir un trou dans la raquette, on va avoir des manques. Et c'est pareil, si on n'a pas cette vue à 360 degrés, les personnes qui vont faire le développement derrière n'auront pas toutes les informations et, comme le disait Bastien, n'auront pas d'informations suffisantes pour faire quelque chose qui répond vraiment aux attentes à la fin. Donc avec ces URS, finalement, quand on voit qu'ils sont finalement qu'il y a un document ultra stratégique et plus compliqué qu'il n'y paraît à rédiger, derrière donc avec Bastien, finalement, ce que tu disais, c'est que l'URS, elle est retravaillée, elle devrait en tout cas être retravaillée avec le client pour bien finaliser le document. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe derrière c'est quoi l'étape d'après? Une fois qu'on a l'URS, normalement, on doit constituer des specs, faire le développement et puis passer en test. Ça, c'est le cycle en V que recommandent les normes. Alors, le cycle en V général, on peut faire en sorte de faire un peu d'agile dedans. Ça reste un carcan qui est imposé, mais on arrive toujours à trouver des manières de faire un peu plus smart, on va dire. Mais toujours est-il, en théorie, on doit avoir nos URS, on doit faire notre analyse de risque aussi en parallèle pour se dire, tiens, je vais avoir risque de fuite de données ou risque de manque de données ou risque de ci ou de ça. À partir de là, je dois retrouver d'autres URS. Par exemple, si j'ai un risque d'avoir une fuite de données, faut peut-être que je me fasse des choses en cybersécurité, en sauvegarde, en backup and restore, ce genre de choses. Et puis, on descend le cycle. On commence tout en haut à gauche du cycle en V avec les besoins utilisateurs. On descend par les specs. On fait le développement. Et puis, on remonte. On va faire différentes phases de test qui vont dépendre de ce que l'on veut tester, de ce qu'on a de l'autre côté du cycle en V. Alors, c'est là où c'est très intéressant parce que moi, en tant que qualiticien plutôt pur, du coup, c'était ce cycle en V de qualification. Moi, je l'ai bien en tête pour une machine. C'est-à-dire que pour une machine, effectivement, t'as ton besoin. Ma machine, elle doit mélanger, elle doit faire ci, elle doit faire ça, etc. Le gars, il va faire, nous, on a des machines qui peuvent mélanger, qui peuvent faire tout ça. Ils envoient, nous, on choisit. Ok, moi, je prends cette machine, c'est bon. On la reçoit et puis on va tester individuellement. On va regarder si la machine elle branche, elle fonctionne, etc. Puis après on va tester chacune des fonctions de la machine qu'on a demandé par rapport aux URS de plus en plus complètement. Donc une à une sans produit, avec les produits, complètement avec le produit et intégré avec les autres, avec toutes les autres machines finalement pour faire là ce qu'on appelle la validation de procédé. Et donc ce qui est assez intéressant de ce que je vois, c'est que dans le logiciel, le développeur, lui, il va faire une partie de tous ces tests en interne chez lui et en fait, c'est ça que j'aimerais comprendre, c'est où s'arrête et où commence la responsabilité de chacun, quoi. En fait, là, dans la partie développement, donc on est tout en bas du cycle. On a des premiers tests qui sont faits donc par les développeurs. Là, on a typiquement les tests unitaires. On peut avoir des tests de couverture de code. Enfin, on a beaucoup de choses qui sont possibles. Et plus on va remonter, plus on va se rapprocher de l'utilisateur final. Donc, on va avoir ce qu'on appelle ensuite des tests d'intégration qui vont être là pour vérifier que les différentes briques que j'ai mises en place s'assemblent bien comme le Lego qu'on voudrait voir. On peut avoir des tests de pénétration pour la cybersécurité. On peut avoir des tests de charge pour être sûr que, par exemple, si j'ai 50 utilisateurs qui utilisent en même temps mon application, elle va pas être sur les rotules. On va avoir ces différentes choses. Et à la fin, on a tout en haut du cycle, donc le parallèle à nos URS, on va avoir la validation pour s'assurer que, ok, on a fait un produit qui est conforme à ses specs, qui prend bien en compte tout ça, qui s'intègre bien, qui fonctionne bien, il n'y a pas de bug majeur. Par contre, maintenant, on va vérifier, on va valider qu'on a un fit for use. Donc là, on va faire différentes étapes, notamment la qualification. On a différentes étapes de qualification pour s'assurer que
en fait, ma machine, quand je vais la mettre en place dans mon entreprise, elle va bien fonctionner et elle va pas perturber le reste du fonctionnement. Ce qui est pas bien différent d'une machine outil ou de n'importe quel autre équipement qu'on irait mettre dans une industrie. Au final, quand on va construire une machine, on va aussi tester. La personne qui va construire la machine va aussi tester chaque pièce en interne pendant l'assemblage pour vérifier que ça marche bien. Ensuite, on va brancher l'électricité, on va brancher le gaz, et ensuite on va le mettre dans le système. C'est pour moi, c'est exactement les mêmes, le même principe. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le parallèle est très facile entre les deux, et donc tous ces tests qu'on fait sur les machines, ils sont toujours tous documentés. Et donc, par exemple, si tu m'as parlé de différents tests, donc je sais pas, le test, les tests unitaires, comme tu disais, ça. Finalement, en fait, un test unitaire, qu'est-ce que c'est et comment vous le documentez? Et après, donc là, le test unitaire, j'imagine, on est au tout début du développement quand on fait ça, c'est ça? Oui, oui, non. Un test unitaire va tester du coup une fonction de manière isolée. Pour moi, c'est plutôt au bon vouloir du développeur. C'est-à-dire qu'il y a certaines fonctions applicatives ou fonctions simples qui n'ont pas besoin d'être couvertes par un test. Mais dans le cas de vérification de sécurisation du fonctionnement entre les applications, les fonctions métiers, si l'expert fonctionnel me donne un algorithme pour calculer une donnée métier, je vais m'assurer que j'ai bien fait la fonction et qu'on va valider les résultats ensemble. Donc on est quand même déjà à une étape où on va communiquer avec l'expert fonctionnel ou le client. Mais oui, globalement, les tests unitaires sont pendant le développement. C'est vraiment des cas un peu isolés. Oui. Et ça, ils sont documentés en termes de documentation. Alors c'est juste ça, c'est bon. Ouais, ok, c'est bon. Alors, j'avoue être un peu en retard sur les technologies, mais j'imagine que la couverture de test inclut les tests unitaires. Et c'est un peu un problème parce que certains clients vont vouloir une couverture de test gigantesque, alors que ça n'a pas forcément d'utilité, que ça va prendre un temps fou à faire. La couverture de test, il faut qu'elle soit vraiment précisée sur ce qu'on appelle separation of concern, sur les fonctions qui concernent cette vérification qualité. Qu'est-ce que c'est la couverture de test? C'est un indicateur qui va expliquer, qui va dire à quel point mon code est couvert par des tests. Combien de fonctions, parmi toutes mes fonctions, quel pourcentage a été testé, ouais. Et ça, du coup, c'est la couverture de test, c'est un document, c'est ça, qui est signé à un moment donné, qui dit voilà, la couverture du test est à, je sais pas moi, 50%, et c'est toutes ces fonctions-là qui ont été testées, c'est ça? Alors là, c'est pareil, on arrive à un travers un peu de l'industrie, c'est qu'on a tendance à vouloir faire de la surqualité, et donc beaucoup ont tendance à vouloir, par exemple, des tests unitaires partout, ou une couverture, comme le disait Bastien, très élevée, là où c'est pas forcément utile. En théorie, si on suit les recommandations, nos tests devraient être fonction de nos risques. Et donc, on peut se dire, par exemple, que telle brique dans mon logiciel n'apporte pas de risque. Par exemple, je sais pas, je vais chercher un exemple tout bête, mais par exemple, la partie qui change les droits d'un utilisateur ou la partie qui log un utilisateur va forcément induire un risque qui est beaucoup plus important que la partie qui, elle, va afficher certaines choses ou enfin tout ça, c'est l'analyse de risque qui va le dire. Et en fonction de ça, on devrait se dire, sur cette partie-là, on va faire l'effort de faire des tests unitaires documentés. Donc toujours documentés. Hein. Si c'est pas documenté, ça n'existe pas. Et donc on devrait mettre cet effort. Sauf que souvent, les analyses de risque sont mal ou peu faites, et que donc, les industries disent non, il nous faut un maximum de couverture, il nous faut des preuves d'exécution des tests pour tous les tests qui sont faits et tout, et ça prend du temps et donc ça induit des coûts supplémentaires. Il n'y a pas un côté aussi de méconnaissance aussi parce que j'allais dire, si on reprend l'exemple de notre équipement, entre guillemets, on va voir l'agitateur qui est là et on va le voir tourner, même s'il faut qu'on vérifie qu'il tourne à la bonne vitesse. Alors que le code, c'est un peu une boîte noire et on va se dire, finalement, je sais pas ce qu'il y a dedans, donc je vais demander des tests pour tout. Comme ça, c'est un côté rassurant
et que je suis sûre que mon logiciel, il va marcher comme il doit marcher, et qu'en fait, on oublie aussi que il y a plusieurs fonctionnalités. Et pareil, sur notre machine, on teste pas tout, quoi, finalement. On a aussi des analyses de risque. On va dire, oui, je vais tester la fonction agitation, ou pas forcément, parce que finalement, dans mon produit, elle a peu d'importance, parce que je fais une solution et pas une suspension, ou voilà, quoi. Le logiciel n'est pas quelque chose qui est très compris dans l'industrie pharma et dans l'EDM a fortiori, mais surtout dans l'industrie pharma. Forcément, les qualiticiens sont des gens qui viennent souvent de pharmacie, de chimie ou autre, et donc forcément, c'est difficile de le comprendre. Et ce qu'on ne peut pas comprendre, en cas d'audit, on ne pourra pas l'expliquer. On ne pourra pas expliquer pourquoi vous n'avez pas fait tel test. Et ça, ça les met dans une position difficile, hein, ce que je comprends tout à fait. Et donc forcément, c'est beaucoup plus facile de se dire, faites tous les tests. Et comme ça, s'il y a le moindre problème, on peut dire, oui, mais on a fait notre maximum. Et surtout que j'allais dire, l'inspecteur, il va être encore moins connaisseur du système, donc peut-être avoir encore plus de questions. Ah, c'est un dialogue de sourds. De quoi? Voilà. C'est un dialogue de sourds. Ça fait que, oui, ils vont se dire, voilà. Je comprends l'explication que tu donnes, que la personne elle sera pas capable de forcément pouvoir expliquer, et donc ça risque de faire des tensions dans une inspection. Ils vont se dire la prochaine fois on teste tout, comme ça si l'inspecteur il vient avec une question, on pourra pas lui dire que sa question n'est pas pertinente, mais on sera capable de lui répondre, parce que finalement c'est ça aussi, c'est que d'un moment on pourrait dire aussi à l'inspecteur, si on est capable de l'expliquer que sa demande n'est pas pertinente, il peut l'entendre aussi. Oui. Pour l'anecdote, par exemple, j'ai eu un projet où on me demandait pour chaque test une preuve vidéo. Mmh. Et si on relit les normes, en théorie, il faut qu'on apporte une preuve que les tests ont été exécutés. Mais une preuve, evidence en anglais, c'est un document signé. Evidence, dans les 21 CFR, c'est un document signé. Mais bon, comme dit, on veut faire de la surqualité. Et c'est exactement pour les raisons que tu as données, Mélanie. C'est malheureusement une méconnaissance, que les experts ne sont pas de ce domaine-là. C'est un peu étrange, c'est un peu magique. Et donc forcément, on prend plus de risques. On a des auditeurs aussi qui vont pas comprendre et qui vont potentiellement demander aussi de la surqualité. Sauf que, pour un débat un peu philosophique, l'informatique est partout. Enfin, je veux dire, ça fait déjà des décennies que l'informatique est partout, et ça va pas en s'arrangeant. Il y en a de plus en plus. On va maintenant sur des choses qu'on comprend encore moins, type l'IA, type la traçabilité avec la blockchain. On en entend parler un petit peu. C'est des choses qui sont vraiment qui ont l'air vraiment magiques. Et donc, on a vraiment ce besoin d'avoir des deux côtés, d'avoir du côté des auditeurs, de la NSM et tout, et puis du côté des fabricants aussi, des vrais experts, un service IT, un service informatique qui soit vraiment au niveau de ce qu'on attend. Pas en termes de qualification, parce que souvent c'est des gens très qualifiés, mais qui soient vraiment impliqués, qui aient vraiment un rôle central dans ce genre de choses. Je pense qu'il y a aussi un manque de transparence et de communication qui fait que le travail des développeurs est comme vous avez dit, il est très flou. On sait pas ce qu'il fait, on sait pas comment, et ensuite, si la seule chose qu'on va montrer comme preuve que notre travail de qualité est une couverture de test, ça n'explique pas vraiment ce que c'est. Par exemple, moi, j'ai travaillé pour un grand compte où il demandait une couverture de test, je me souviens plus du nombre, mais tous les tests étaient faits que sur des fonctions qui n'avaient pas besoin d'être testées pour arriver au bon nombre. Et si on n'est pas capable de pouvoir, en tant que développeur, aller voir le client, parce que généralement il y a toute une hiérarchie entre les deux, et dire viens, je te montre mon écran, j'ai fait ça, là les trucs que tu m'as donnés, je les ai mis dans un service séparé, j'ai testé tout le service, ok, t'es pas à 70% de couverture de test, mais tout ce que tu m'as donné, c'est tout là, c'est tout bien testé. Si on pouvait avoir cette transparence, ce qui n'est pas toujours le cas, ce serait bien. Parce que ce que tu m'as dit sur toutes les fonctions, parce que ça rejoint ce que tu dis là, tu prends toutes tes fonctions et tu es censé faire une analyse de risque sur toutes les fonctions. Alors je sais pas combien il y a de fonctions dans un logiciel moyen, mais je sais pas, il doit y en avoir plein quoi. Et donc ça doit être un travail de titan de faire ça. Non, c'est pas ce que tu fais. Tu fais une analyse sur tes systèmes. C'est-à-dire que ton logiciel, c'est un peu comme des Lego. Tu as chaque brique, on va dire que c'est une unité, une fonction. Et tu fais dedans, je sais pas, tu vas faire
le pont-levis de ton château fort. Ça va être ton système. Et puis, une fois que tu mets le pont-levis avec le reste des murailles, avec la tour centrale et tout, ça va te faire ton logiciel intégral. Et donc, tu as plusieurs niveaux de précision. Et ton analyse de risque, tu le fais sur les systèmes. Mon pont-levis, il est quand même super important. Par contre, l'écurie, le risque est plus faible. Donc, peut-être mon écurie, je vais pas tout tester dedans. Je vais pas tester que le mur, il supporte des boulets de telle intensité, ce genre de choses. Par contre, le pont-levis, oui. Et là, on est toujours dans des tests unitaires, ou alors là, on passe sur plutôt des tests un peu plus larges? Non, on reste sur des tests unitaires parce qu'au final, une fois que tu détermines que ton système, donc le pont-levis, le groupe d'unités, a un risque faible, bah tu peux te dire, bah j'ai pas ou moins besoin de faire des tests unitaires dessus. Ça veut pas dire que tu les feras pas, mais ça veut dire que tu les documenteras moins, que tu seras moins exigeant dessus. Là où par contre, ton pont-levis, ça c'est super important, tu exigeras peut-être que 90% des fonctions qui sont dedans, voire plus, soient couvertes par des tests unitaires. Ok. Ça nécessite que le logiciel soit bien conçu, que les entités soient bien séparées, que les entités métiers, les entités techniques ou applicatives soient séparées. Et du coup, c'est une preuve de qualité supplémentaire. Si on arrive à dissocier les éléments, c'est que le code est assez bien conçu. Oui, tout à fait. Et c'est toujours pareil. Cette dissociation, cette architecture de mon logiciel, elle va me permettre de ne pas appliquer le même degré d'effort partout, de vraiment se concentrer sur l'essentiel, de se dire que tiens, si telle partie du système elle marche pas, bah c'est pas très grave. Je vais fonctionner en mode dégradé. Par contre, si telle autre elle fonctionne plus, là il faut clairement que j'ai des solutions de secours, de backup et compagnie. Et ça, c'est pareil, ça, comme le disait Bastien, ça ne peut se faire qu'en faisant interagir les développeurs, l'entreprise qui fabrique, mais oui, jusqu'aux développeurs, avec l'industrie qui va acheter le logiciel. Et alors moi en tant que qualiticien, du coup je passe un peu mon nez dans la porte et puis je dis bon ils sont en train de faire nos logiciels, je vais demander ça. Alors à quoi ça, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir? Est-ce que c'est censé être, je sais pas, moi j'ai écrit print coucou et ça a pris print coucou, j'en sais rien. À quoi ça ressemble ce document, comment on l'appelle et à quoi ça doit ressembler quand c'est bien fait? Déjà tu vas avoir des specs. Tu vas avoir tes user requirements et de ces user requirements, tu vas dériver des specs qui elles vont être plus précises, qui elles vont être plus techniques. Là, ça va déjà avoir un certain degré de précision. Théoriquement, des specs ne devraient pas être interprétables par les développeurs. C'est la théorie, c'est pas toujours vrai, mais elles devraient être suffisamment précises et suffisamment techniques pour qu'elles soient pas sujettes à interprétation. Et puis après, au cours du développement, avec les équipes de développement, ils devraient être à même de te présenter un SAD, un Software Architecture Document, donc un document qui dit, tiens, j'ai mon gros logiciel, à l'intérieur j'ai telle brique, et puis ces briques, on les imbrique comme ça, elles communiquent de telle manière, elles font telle ou telle chose ensemble. Et ça, c'est un travail collaboratif. Ils peuvent te le faire sans que tu sois là, mais en théorie, si on veut être sûr que ce soit bien fait, bien documenté et pas avoir de mauvaises surprises, il faut être impliqué, il faut avoir des jalons dans lesquels on vérifie ce genre de choses. Et en tant que qualiticien, c'est aussi notre rôle de se dire, tiens, à tel jalon, je sais pas, on est 6 mois dans le développement, sur un développement d'1 an et demi, on devrait être là à dire, ok, je fais un jalon, je vérifie, mes documents ils sont là, ils sont bien faits, ok, et faire ce suivi. Et c'est des schémas. Vas-y Bastien. C'est bien que tu poses cette question-là parce que tu vas en faire des specs. C'est important cette idée que les specs ne soient pas interprétables par le développeur, parce que les specs c'est pour nous aussi le point d'entrée qui va nous permettre de référencer dans le code. Un spec, on va lui donner une référence, un numéro, la référencer dans le code, du coup la référencer ses tests associés et pouvoir, en ressortant la documentation, dire ma spec qui s'appelle RF003B, hop, les tests ils sont là et le code il est là. C'est dingue et alors par exemple, est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'une spec par exemple pour que je puisse peut voir je dirais, pour simplifier, c'est ni plus ni moins qu'une formule avec des variables et un résultat, mais qui peut être dit en français. Par exemple,
je veux pouvoir changer les droits de mes utilisateurs et veux pouvoir avoir plusieurs droits d'accès sur un projet, par exemple, donné. Je veux donc avoir un admin, un lecteur et puis un lecture-écriture. Typiquement, une spec, ça va pouvoir être lorsque je clique sur le bouton X pour tel utilisateur, ça va changer ses droits. Ça ne va le faire que si je suis admin, sinon le bouton ne va pas être affiché, par exemple. Lorsque l'admin clique sur ce bouton, il va avoir le choix des rôles. Si il met en mode écriture, alors l'utilisateur en base de données devra avoir le mode écriture pour ce projet-là. Et on va avoir, si je vais sur tel projet, je vais pouvoir écrire dessus. Si je vais pouvoir aller sur un autre, je vais pas pouvoir. C'est typiquement ce genre de choses. Donc, c'est presque du code parlé là que tu es en train de donner. Pardon ? Parce que c'est presque du code parlé quoi, j'entends les for, les if, les. Ah exactement, exactement. Ça doit sonner, ça doit rimer en code, en théorie. Mais notre boulot de développeur, on est juste des traducteurs en fait. Si la logique est claire et logique dans les documents écrits en français, nous on a très peu de travail à faire. On a juste à traduire la logique française avec de la logique informatique. C'est pour ça qu'on se fera probablement pas remplacer si facilement qu'on le dit par des IA. C'est parce que le gros point de friction entre le développement et puis le besoin même, c'est justement cette spécification. Être capable de retranscrire ce que j'ai dans ma tête en quelque chose qui soit codable. Et ça, c'est pas évident. On a une blague en informatique où on dit que c'est quoi une spécification qui est suffisamment précise et interprétable pour pouvoir développer le résultat dont j'ai envie. C'est du code. Ah. Ouais, c'est vachement intéressant et en fait finalement votre meilleur interlocuteur, ça serait un développeur qui a pas le temps quoi. Ça rejoint ce que je disais. On devrait avoir dans les équipes des deux côtés des gens qui comprennent le domaine. C'est pas forcément des développeurs parce que j'imagine que toi aussi t'arrives à justement, tu parlais de if, de for, t'arrives à faire quelque chose qui soit parlant pour tout le monde. Mais il y a une question de temps, il y a une question de connaissance et et puis il faut être sûr que les deux le comprennent parce que toi tu vas écrire des specs, il va peut-être manquer des choses, il y a peut-être certains points qui vont pas être clairs. Donc si tu fais des choses qui sont un peu spécifiques, qui sont un peu à façon, tu vas avoir une communication entre les deux. Le côté positif de l'histoire, c'est que quand on va développer, je travaille avec un client, on est juste deux. Le client et moi depuis 4 ans, on travaille ensemble. Il commence à comprendre comment fonctionne l'informatique et moi je commence à bien comprendre son travail. Donc des fois il me demande des trucs, je lui fais attends mais t'as pensé à dans quel cas, et je commence à avoir je pourrais être un peu son assistant parce que je connais suffisamment son travail qui est très particulier pour pouvoir l'aider à concevoir ses features. Et pour en arriver là, il a dû casquer quand même du coup. Ouais. Mais ça a été les deux premières années étaient très compliquées. Quand on a un client qui fait quelque chose, il est à peu près le seul à faire en France, qui le fait depuis 40 ans et qui a jamais réfléchi comment il le faisait. Moi, je prends toujours l'exemple de si vous apprenez à quelqu'un à conduire, vous réfléchissez à comment vous conduisez, vous savez pas. Parce que c'est tellement mécanique, on a tellement l'habitude de le faire qu'on l'a jamais expliqué. Donc lui, les 2 premières années, il a fallu qu'il explique son travail et ça a été extrêmement compliqué. Mais après, du coup, avec le temps, lui, il comprend comment ça marche, je comprends comment ça marche et ça avance beaucoup mieux, quoi. Et c'est un peu comme dit, ça marche dans les deux sens. Et c'était vraiment dès le départ un projet, vous avez dit là, avec tout ce qu'il y a à faire et conceptualiser, définir le besoin et tout ça. C'était déjà initialement prévu. Enfin, vous partiez en disant ce projet il va durer plusieurs années. Non. Parce que j'étais dans une start-up qui a mal géré le projet, qui a mis un freelance dessus, qui a dit oui, je le saurais faire et qui n'arrivait pas à comprendre le métier parce qu'il était mal expliqué. Moi qui ai plus d'expérience dans des sujets comme ça, parce que c'est de la qualité dans le domaine des infrastructures et des routes. J'ai été sur le sujet, on a tout refait, on a tout repris de zéro. Et le devis était tellement flou parce que la startup n'était pas pas capable de gérer le client, de cadrer le projet, de faire le sprint zéro correctement et tout ça. C'était catastrophique. Et ce que j'allais dire, souvent dans des sujets comme ça, on va se dire, je veux mon nouveau logiciel dans 1 an ou 1 an et demi, maximum 2 ans. Donc c'est aussi compliqué de se dire, non, ça marchera pas. Si vous voulez faire les choses correctement, il faut plus de temps. Et là, je pense que ça engage un peu de la frustration
parce que les gens ils disent bah non, moi je vais te dire ce que j'ai besoin, tu le fais et ça doit pas prendre si longtemps quoi. Des deux côtés, il y a perdu du temps parce qu'on était en plus la deuxième start-up qui s'attaquait à son projet. La première s'était plantée. Et il y a perdu du temps et de l'argent, et la startup y a parti du temps et de l'argent et de l'énergie. Voilà. Ça c'est fini. Moi j'ai quitté la boîte, le client m'a suivi, je travaille avec lui, ça se passe très bien. Mais voilà, ça a été un gros écueil. Bien avant les histoires de tests, parce que le problème était avant. Je pense que on va pouvoir dire qu'il faudrait faire des tests sur l'émission, la description du besoin déjà au début. Des tests sur ça c'est marrant ça. En fait, là, je pense que la difficulté, c'est aussi que quand on est sur du papier, on n'est pas sur du concret, donc de aussi se projeter sur qu'est-ce que ça va donner et de penser à tout finalement, c'est ça aussi qui est très compliqué, quoi. Parce qu'on va forcément se dire, oui, je veux une gestion des accès. Puis vous allez dire, oui, mais si je te parle de gestion des accès, c'est combien de droits différents tu veux, qu'est-ce que tu veux qu'ils puissent faire et tout ça. Enfin voilà. Et c'est pas juste, je veux une gestion des accès, quoi. Qui fait la modif. Enfin voilà, est-ce qu'il faut un administrateur? Est-ce que tu veux un accès maintenance avec des droits différents? Enfin voilà. Et justement, c'est ça aussi la complexité du travail. Mais c'est aussi important de se mettre d'accord sur ce qu'il y a à faire pour pas avoir des mauvaises surprises derrière, parce que je pense que quand on arrive après en disant ah oui mais je voulais un accès maintenance, ah oui mais maintenant si tu me le demandes de rajouter ça va me prendre 3 fois plus de temps que si tu me l'avais dit tout de suite quoi. Ça met en exergue aussi le fait qu'on doit être alors même si les normes n'y sont, c'est pas qu'elles le bloquent, mais on sent qu'il y a un cadre, ça montre aussi qu'il faut savoir être agile, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'aura pas prévues, qui va devoir être modifié pendant le développement. Mon cahier de spec, mes URS, ça doit être un document vivant. Alors les URS ne devraient pas changer, par contre les specs, elles le peuvent. Et ça, c'est pour ça qu'il faut arriver à mêler oui, on doit faire un cycle en V parce que on doit prouver qu'on a d'abord spécifié, ensuite développé, ensuite testé, que tout est bien dans le cadre, mais il faut trouver aussi un moyen pour faire une forme d'agilité, pour se dire bah ok, là j'ai fait un jalon, mais le résultat que j'aimerais bien certaines modifications, il y a certaines choses qui manquent, il y a certaines choses auxquelles on n'avait pas pensé, certaines choses en voyant faire, on se rend compte que finalement ce serait mieux fait d'une manière différente. Et tout ça va avec l'agilité, ça va avec cette discussion. Et on doit être capable de changer sur le fil, en fait, notre applicatif. Et c'est là que la proposition d'architecture dont tu parlais tout à l'heure, qu'on propose au début, est importante, parce qu'on va découper l'application en blocs qui sont ils sont pas indépendants, mais on va se dire, imaginons, on va commencer l'application, on va dire, on va commencer par quelque chose de simple et pas trop métier, on va faire la gestion des utilisateurs. On va avoir à peu près une vision de ce que c'est. On va le faire à peu près en entier. Faut rester flexible parce qu'on va peut-être revenir dessus après. Mais on va dire, ok, ça on l'a fait, on l'a compris, on reviendra peut-être un peu dessus après. Si on attaque tout d'un coup, il faut revenir et rajouter des choses à chaque endroit, ça va devenir ingérable. Donc c'est là où les différents systèmes sont un peu importants à gérer. Ça c'est vachement plus intégré que ce que je pensais au départ. C'est vachement intéressant. Ça me fait un peu penser à ce que vous avez dit. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo du père qui demande à ses enfants de leur expliquer de faire un toast, une tartine de Nutella. Et au départ, le gamin il fait mets le Nutella sur la tranche, et puis il prend le pot de Nutella, il le met sur la tranche et lui donne. Ah non, du coup il faut que tu prennes un couteau aussi. Et du coup il prend un couteau, il le met avec dessus. Et comme ça il y a je sais pas combien de d'essais juste pour faire c'est un peanut butter and jam toast. Et du coup il y a je sais pas combien d'essais avant d'y arriver. Ça me fait un peu penser à ça. Sur un client qui sait pas vous expliquer ce qu'il fait, effectivement ça doit être assez frustrant quoi. C'est exactement ça. Et donc, une chaîne de prod, par exemple, tu peux un peu la planifier à l'avance, te dire, ça va marcher comme ça, je sais que si je prends ça en entrée, j'ai ça en sortie, et ainsi de suite, tu peux la planifier pour la mettre en place. C'est physique, quoi. Un logiciel, ça marche pas comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. On a une bonne idée de la vraie vie, quoi, alors que finalement, le logiciel, c'est un petit monde que peu de gens connaissent, et pour l'expliquer, pour faire rejoindre les deux mondes physiques et logiciels, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense, quoi.
C'est pour ça qu'il y a des sujets qui arrivent maintenant depuis quelques années d'urbanisation informatique où on va essayer de déconceptualiser et dans des systèmes très très compliqués pour les très très grosses entreprises où il va y avoir beaucoup de flux de données, beaucoup d'éléments, de réfléchir au système informatique comme une ville. Du coup, on sait qu'il va y avoir le système d'éducation avec la librairie, enfin la bibliothèque, et c'est là où on va garder les documents. On sait que là, il va y avoir ci, il va y avoir ça, et de voir le système un petit peu de manière plus imagée, ça permet des fois de le concevoir un peu mieux. C'est ce que tu as fait, Julien, avec le château fort. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Donc pour aller plus loin, j'aimerais qu'on se penche un peu sur on essaye, je sais pas ce que ça va donner, sur un cas concret par exemple. Si jamais on voulait, donc le laboratoire, il aurait un LIMS, donc c'est un logiciel de gestion du Sécu, qui gère les résultats d'analyse, etc. Et si on voulait lui rajouter une fonction dedans, comment on s'y prendrait finalement? Si on était le propriétaire, l'entreprise qui possède le logiciel, elle décide de dire ok, on va vous rajouter cette fonction. Et donc comment ça se passe exactement, et derrière quel test on fait, comment on l'intègre, comment on gère le risque, etc. C'est une grosse question. Déjà de base, toujours la même réponse, hein, le Joker, analyse de risque, analyse d'impact. Tu as déjà quelque chose qui est existant, qui fonctionne. Tu vas rajouter une nouvelle brique à ton petit château. Tu vas vouloir être sûr que ça va pas démolir quelque chose d'existant, que ça va pas avoir d'impact sur tes données ou quoi que ce soit. Donc tu fais une analyse de risque, une analyse d'impact. Pareil, conjointement avec l'éditeur, tu vas vérifier, ok, t'as structuré tes données comme ça. Si je rajoute telle brique, est-ce que ça peut-être détruire certaines de mes tables, rajouter des dépendances, ce genre de choses. Et à partir de là, tu refais ton déroulement. Tu fais tes URS. Et puis on va greffer tout ça au fur et à mesure. Au final, un logiciel, c'est jamais un truc que tu crées d'un bloc. C'est toujours des Lego que tu assembles au fur et à mesure. Et donc, rajouter quelque chose comme ça, c'est pas tellement différent de le faire from scratch. Et donc, tu vas avoir le même cycle, les mêmes développements. Tu vas avoir grosso modo, les tests qui vont aussi dépendre de tes risques. Et puis, tu vas continuer, puis jusqu'à arriver à la mise en situation où tu vas d'abord tester, tu vas faire ce qu'on appelle la QI occupée. Donc, tu vas qualifier son installation, tu vas qualifier le fait qu'elle fonctionne bien dans des conditions contrôlées. Et puis après, tu vas tester en mode réel dans la vraie vie pour sa performance avec la qualification de performance. Alors je suis confus, parce que j'en ai vécu plusieurs des ajouts de fonctions dans des logiciels qui existaient. Putain, mais j'ai jamais vu de couverture de logiciel, de couverture de test et de trucs comme ça, quoi. On m'a jamais demandé. On veut ça, ok, le voilà, allez, salut. 10 mois après, quoi. Mais putain, ça a l'air d'être un travail important avec une documentation importante et des trucs qui doivent être signés régulièrement, des des machins. Oui et non. Au final, si l'impact est faible, tu auras très peu de documentation à faire. Déjà, tu vas forcément devoir dire ce dont tu as besoin. Tu vas forcément devoir aller le voir et donc tu vas forcément avoir des URS. Après, tout le reste, c'est dans l'analyse de risque. Si je rajoute quelque chose mais que ça a aucun impact sur ma production ou quoi que ce soit, forcément c'est un ajout, donc théoriquement j'ai pas d'impact sur les pertes de données, sur la cybersécurité ou ce genre de choses. Forcément l'impact peut être négligeable. Oui, les fonctionnalités sont pas modifiées. Les fonctionnalités existantes sont pas modifiées, qui fait que si on prouve qu'elles vont fonctionner pareil, on va pas les retester, quoi. Tu vas juste tester ce qu'il y a de nouveau et vérifier que ça fonctionne bien. Et ce papier là d'analyse de risque, il arrive sous quelle forme dans l'entreprise qu'il a demandé? L'entreprise qui l'a demandé, c'est-à-dire? Moi j'utilise le LIMS, je vous demande de rajouter un truc, je sais pas moi, un truc qui dit, je sais pas, un petit truc quoi, un truc pas très grave. Et du coup vous faites, ok, on va le faire. Vous faites quand même en interne votre analyse de risque probablement.
Et là, donc là, vous le documentez peut-être, ou je sais pas si vous le documentez plus. Et après, vous le stockez chez vous le papier, ou alors vous l'envoyez au client en disant c'est bon, on a regardé, ça devrait pas poser de problème. On vous l'a fait quoi. Et puis on vous la livre en disant on l'a testé, et c'est nickel, ça marche, voilà. Bah, en théorie, c'est toi le client qui doit le maintenir, parce que ça va être vraiment dépendant de ton usage. Mais il y connaît rien à l'analyse de risque du logiciel. Pardon ? Le client, il y connaît rien à l'analyse du logiciel. Mais il va avoir une analyse de risque sur l'impact que le logiciel va avoir sur ses process. C'est pas quelque chose qui va faire une analyse de risque sur le logiciel en lui-même. Est-ce qu'il va y avoir un bug ou ça ? Ça, éventuellement, l'éditeur va l'avoir. Certains l'ont pas. Enfin, ça dépend du sérieux et des demandes que tu as. Mais par contre, d'abord et avant tout, c'est à toi de la maintenir pour voir si toi, le fait d'ajouter cette nouvelle fonctionnalité ne va pas impacter ton usage à toi. Après, ça a l'air gros comme ça, mais ça peut être tout simple. Hein. S'il n'y a pas de grosses modifications, s'il n'y a pas de gros impacts, tu auras peut-être une petite analyse de risque, 10 lignes, puis basta, c'est fini. Ça va vraiment dépendre de ce que tu fais. Mais si par contre, tu as quelque chose qui peut, je sais pas moi, avoir un impact sur ta production ou sur la traçabilité, par exemple, de tes données ou ce genre de choses, ben là, oui, tu vas dire, je veux tel test supplémentaire. Tu vas avoir un degré d'exigence plus important. Mais je sais qu'entre la théorie et la réalité, on a un gap. Hein, ça, c'est super intéressant. Mais justement, j'ai des documents comme ça, en tant que développeur, j'en ai jamais vu. J'ai travaillé dans des applications qui étaient assez critiques. Pourtant, donc je pense que le sujet de la qualité dans la pharma et le médical est suffisamment sérieux pour être un bon exemple pour d'autres industries. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a le parfait avec Julien. En tout cas, on a la parfaite jointure entre les deux avec le medical device. Par exemple, tu parles d'un pacemaker ou de quelque chose comme ça qui va analyser des données en direct pour donner les pacemakers défibrillateurs, par exemple, qui vont analyser des données en direct en disant chaque recommandé, gling, le gars il se réveille la nuit, il a rien vu, mais sans le truc, il était mort. Ça, t'as intérêt d'avoir un truc. J'ai une anecdote là-dessus. J'ai travaillé pour une boîte qui faisait du défibrillateur, par exemple. On a eu des commerciaux qui se disaient tiens, on va montrer comment ça marche. Tiens, je le branche sur moi et vous verrez. Il va vérifier que mon cœur bat correctement et donc il va pas choquer. Donc ça, typiquement, c'est aussi dans l'analyse de risque. On dit tiens, on a ça, c'est les débriefilateurs en accès libre entre guillemets. Ouais, public access, ouais, tout à fait. Et sauf que manque de bol, la personne a bougé. Enfin oui, c'est un commercial, donc il bouge. Et puis ça, le signal est reconnu comme étant une fibrillation, un signal perturbé, et donc paf, ça choque. Ah, ok, c'est pas le fonctionnement qui était erroné, c'est dans la façon dont il a utilisé. Ça a donné une mauvaise information au système qui s'est dit tiens là la personne elle est en train de faire quelque chose qui est anormal. Alors que normalement, si quelqu'un, on a besoin de lui poser un débriefilateur, c'est qu'il est dans les vapes, qu'il est allongé et qu'il n'y ait pas de raison qu'il bouge, quoi. Et maintenant, quand tu allumes ton défibrillateur, une des premières choses qui est indiquée avant de poser les électrodes, c'est vérifier que la personne est immobile, n'est pas consciente. D'accord, c'est intéressant en fait. Trop marrant. Et là, en fait, si on revient avec notre SBU, notre spécification, je pense qu'on n'a pas prévu de se dire que le commercial va utiliser le système en démonstration et qu'il va le sortir de son utilisation normale, quoi. Ouais, mais ça peut arriver dans la rue. Hein. Tu as quelqu'un qui fait un malaise, il se sent pas bien, mais tu peux avoir le réflexe merde. Je sais pas exactement ce que c'est une fibrillation ventriculaire. Voilà. Et tu parlais d'un LIMS avant, ton LIMS il va potentiellement ne pas avoir d'impact, par exemple. S'il est utilisé dans la phase développement, qu'est-ce que tu veux qui arrive sur éventuellement ton médicament, tu mettras un peu plus de temps à le faire, ou tu auras des résultats erronés ou un mauvais stockage de données. Mais ça dépend où il se situe entre est-ce qu'il est proche de la production ou pas, enfin. Voilà. Il peut potentiellement ne pas avoir de risque et donc ne pas être... Ça, c'est si tu le vois sur le risque patient et le risque utilisateur, quoi. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Et
Et donc là, on a parlé d'un truc assez intéressant, c'est-à-dire qu'on veut une modification, que les développeurs vont travailler dessus et ils vont la livrer. Et là, il va y avoir comme un espèce de patch, quoi, enfin, ou de livraison de trucs. Et après, ça va rentrer en production. Après, dans l'environnement, enfin, je sais pas exactement comment ça marche, mais c'est des étapes séquentielles, quoi. Et alors, j'ai entendu parler, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est l'intégration continue et des modifications, quoi. C'est-à-dire qu'on fonctionne plus en séquentiel, mais du coup on fait les modifications au fur et à mesure avec une espèce d'analyse de risque continue et une livraison continue des modifications, quoi. Ça reste difficile dans nos domaines parce qu'il y a beaucoup de documents. Donc tu peux pas te permettre, comme dans le reste de l'industrie informatique, de faire un fixe tous les jours, par exemple. Tu prends un site, un logiciel en ligne, un SaaS, comme on appelle ça, Software as a Service. Typiquement, je sais pas, je prends Vinted, eux, ils peuvent se permettre de faire une mise à jour tous les jours. Ils vont faire des contrôles, bien sûr, ils vont faire des tests pour être sûr que ça casse pas la machine, mais voilà, ils le font, ils le lancent le soir, un soir, et puis comme ça, ils sont sûrs que s'il y a un problème, ils peuvent rollback rapidement et tout. Dans l'industrie pharma et de manière générale dans la santé, c'est un peu plus compliqué parce que ça demande quand même des documents derrière. Donc, en général, on le fait, mais à une fréquence qui est moins élevée. Moi, ce que j'ai vu dans ma pratique, c'est qu'on arrivait sur des softwares purs, donc tu citais un LIMS par exemple, c'est le cas, à faire des releases tous les mois. Et là, pour le coup, tu arrives à faire un document de change control qui inclut une analyse d'impact, ce genre de choses, et puis tu fais ta mise à jour. Pour avoir été déjà dans des mises à jour de systèmes informatisés, tous les mois, c'est déjà une bonne fréquence, hein, parce que là, nous, quand on voulait évoluer notre IQMS, on parlait plutôt de 6 mois à 8 mois, le temps qu'on se mette d'accord, qu'on définisse le besoin, que ça soit développé, que ce soit testé, qu'on trouve le bon moment aussi pour le mettre en place pour tout le monde. Enfin voilà. Donc tous les mois, ouais, c'est une fréquence qui est quand même assez intéressante et qui finalement permet aussi de faire évoluer le système. Et peut-être qu'à ce moment-là, on met aussi peut-être plus de petites fonctions en place. Tous les mois, tu vas avoir des petites briques qui vont se rajouter, forcément qui auront un impact plus limité. Et puis, ça dépend aussi du fabricant. Je veux dire, si tu mentionnais un IQMS, normalement, ils sont dans la pharma ou dans le médical. Ils sont censés eux-mêmes faire le bon degré de test, te donner les documents qui te prouvent qu'ils ont bien fait les tests. Et donc, tu devrais pouvoir, entre guillemets, ne pas suer quand tu vas avoir ta mise à jour qui va être faite. Là où c'est plus problématique, c'est si tu as un SAP, par exemple. SAP, oui, ils font des mises à jour, ils font des tests, mais tu n'as aucune garantie que ça va pas détruire tes données que tu as déjà ou ce genre de choses. C'est pour ça que SAP, c'est jamais mis à jour, quoi, finalement. Tu gardes une version pendant des années, quoi. Ouais. Et quand tu fais une mise à jour, c'est le client qui fait les tests. Donc, c'est eux qui doivent recréer une sorte d'écosystème qui ressemble à ce que tu as dans la vraie vie, qui vont le faire dans un environnement contrôlé. Enfin, ça leur prend du temps et c'est pour ça que c'est aussi plus compliqué. D'où l'intérêt de travailler avec des boîtes qui connaissent le domaine, qui sont capables de te fournir des preuves dont toi tu vas avoir besoin pour ne pas avoir à les faire et ainsi de suite. Et l'intégration continue, ça nécessite aussi que le développeur ait sa propre gestion de qualité, et qu'il soit capable de tester à chaque fois qu'il va faire une release, d'avoir son processus interne de validation, qu'il n'y a pas de régression, que rien n'est cassé, revérifier tous les anciens tests, normalement qu'on pas être refaits, mais vérifier qu'ils aient bien marché. Ça demande de la qualité avant d'être installé. Et le processus d'installation en intégration continue, généralement, est un programme en soi. Donc, il faut aussi tester la manière dont on va installer. Parce que je posais cette question exactement pour parler justement de tout ce qui est SAP, par exemple, où finalement... tu veux une mise à jour SAP, c'est mort. Tu veux changer quelque chose de SAP, tu changes rien. Et finalement, les utilisations SAP, ça se garde pendant, je sais pas, 5 ans, parfois même 10 ans, c'est peut-être pas non plus, mais ça se garde pendant super longtemps et tout le monde est ultra frustré parce que l'utilisation qui a été prévue de ce logiciel au départ est assez rapidement
devient obsolète, devient pénible parce que ça évolue quoi. Enfin, on est même si ça évolue pas aussi rapidement que, comme tu disais, le retail ou les trucs comme ça, on a quand même tout un tas de trucs qui changent et finalement tu peux pas les changer. Et c'est pour ça que je me pose la question de cette approche de validation continue, enfin d'intégration continue. Pourquoi eux ils le font pas? Et finalement vous avez pas répondu à la question. Pourquoi ils le font pas? Parce que c'est pas SAP, la pharma, c'est une partie de ces demandes. Eux, ça leur demanderait un gros effort sans forcément avoir de la plus-value. Et puis les gens achètent déjà tel quel. Donc pourquoi s'en priver quoi? À la limite, ils feront l'effort eux-mêmes et tant pis pour. Là où c'est intéressant, c'est je pense que il y a beaucoup de boîtes pharma qui cherchent justement à avoir des choses un peu plus à façon, avec des interlocuteurs qui comprennent ça. On prend l'exemple du IQMS. Théoriquement, tu peux faire la même chose avec un SharePoint, avec Jira, avec ce genre de choses. Ou Windows. Sauf que qui a essayé de qualifier un SharePoint ou un Jira, c'est à quel point c'est compliqué. Tu dois mettre des restrictions d'accès comme il faut, tu dois prouver que tu l'as fait. C'est énormément de travail et c'est pour ça qu'il y a des acteurs qui arrivent avec des IQMS complètement validés, complètement qualifiés. Tu leur demandes, eux, leur analyse de risque, ils sont capables de la fournir. Tu leur demandes, eux, leurs documents de validation, ils sont capables de te les fournir. Et donc, à partir de là, toi, quand tu vas constituer ton dossier, tu as déjà la moitié des choses qui sont clés en main par le fabricant. Les outils comme SAP et SharePoint et tout ça sont tellement généralistes que à chaque fois qu'ils vont faire une modification, ils ne peuvent pas s'assurer que dans tous les domaines où c'est utilisé pour tous les clients, ça ne va pas casser quelque chose. Prenons un exemple. Tu as ton dispositif médical. Théoriquement, rien n'empêche un médecin de prendre un thermomètre, quelque chose qui vient du marché, qui n'est pas dispositif médical. Mais il va le faire parce que tu as des garanties derrière. Tu as une validation qui a été faite. Tu as un marquage qui a été obtenu. Avec ça, lui peut se dédouaner en disant c'est pas ma faute, c'est la faute du fabricant s'il y a un problème. Et puis lui a une confiance dedans qui va lui permettre justement, comme on disait, de pouvoir en cas de problème se retourner. C'est pareil ici. C'est exactement pareil ici. On utilise encore des SAP, des trucs comme ça, mais s'il y a un problème, c'est chez toi. Et vu que c'est chez toi, c'est toi qui dois t'assurer que tu as bien pris les mesures qu'il fallait. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se tournent vers des acteurs quand c'est possible. Tout n'est pas disponible, mais qui se tournent vers des acteurs de la santé qui eux auront tout ce qu'il faut. Et rien ne t'empêche d'utiliser quelque chose du marché, mais le travail, il sera pour toi, le risque sera chez toi. La modification, c'est toi qui fais quoi. Et qui dit mise à jour, tu mets SAP à jour, risque important. L'IT va te dire mais s'il y a le moindre problème, je vais avoir des gens de chez moi qui vont venir chez moi en me disant t'arrêtes toute ta prod. Enfin voilà, ça sera le risque est tellement important qu'eux préfèrent ne pas le faire. Ce que j'allais dire, si je reprends l'analyse de risque de SAP, il y a quand même des fonctionnalités qui sont critiques pour en fonction de l'utilisation qu'on en fait de SAP. Parce la libération. De quoi? La libération, ce que j'allais dire, la gestion des statuts, la libération, la traçabilité des matières utilisées. Enfin voilà, c'est des activités qui sont hyper critiques dans l'industrie pharma. Donc, je peux comprendre qu'après, quand tu veuilles changer, tu te poses la question en disant, est-ce que ça va pas impacter mes briques existantes, si on reprend l'explication d'avant, pour rajouter une fonctionnalité. Mais comme tu disais aussi, Paul Adrien, en fait, finalement, ça devient un système qui est très figé et qui peut ne plus correspondre aux besoins et poser problème dans l'utilisation au quotidien, quoi. Et alors, du coup, tout ça me permet de faire une petite transition sur le sujet suivant. On a vu finalement que tous les tests que les développeurs réalisaient, qui finalement étaient documentés, etc. Donc quand le laboratoire, on reçoit le logiciel, finalement, le petit feuillet de documentation qui va avec, ça devrait correspondre à tout ce dont on a besoin pour utiliser le logiciel. Après, il y a peu de choses à réaliser pour s'assurer pour la fin, quoi, finalement. T'auras quand même la qualification à faire. Ça, tu peux pas y échapper. C'est chez toi que ça va être installé. C'est dans ton utilisation spécifique, dans tes locaux, avec tes personnes. Tu auras toujours une qualification pour être sûr
que ok, il a bien été fait, il correspond à ce que j'attendais et tout, mais t'es jamais à l'abri que ça fonctionne pas, que ça fonctionne comme tu l'attendais. Et ça, tu vas devoir faire les qualifications pour être sûr. Si tu prends par exemple des balances, les balances elles peuvent dépendre de la température, de la pression. Tu l'as pas forcément mis dans tes spécifications. Par contre, quand tu vas faire la qualification, tu vas pouvoir l'identifier s'il y a le moindre problème, parce que tu vas l'installer. Tu vas faire la qualification d'installation. Tu vas faire la qualification opérationnelle. Tu vas vérifier que ça, dans un environnement contrôlé, ça fonctionne. Et puis après, au final, dans la vraie vie. Et ça, c'est des choses que tu peux pas esquiver. Tu vas être obligé. Bien sûr, pour des choses qui ont un impact important sur tes opérations. Et donc c'est là que cette qualification finalement, c'est là où c'est étrange, mais cette qualification finalement, tu reprends tes URS et tu fais des tests utilisateurs pour chacun de tes éléments de l'URS, c'est ça? Pas forcément. Tu peux juste l'installer sur ta ligne. Tu lui donnes à manger des données réelles de prod ou des données simulées. Tu vois ce que ça donne. Et puis à la fin, tu lances à blanc ta production. Suivant où c'est utilisé, tu vas l'utiliser comme dans la vraie vie. En fait. C'est pas forcément lié à tes URS. Au contraire, tu dois faire en sorte. Théoriquement, c'est proche. Bien sûr, si tu as bien fait tes URS, mais en théorie, tu vas le donner à la personne qui va l'utiliser à la fin. Tu vas le donner à ton laborantin, par exemple, ou autre. Et puis, vas-y, utilise-le. Fais telles opérations que tu pouvais pas faire avant. Et puis on verra ce que ça donne. Donc vraiment in situ, en réel. Et tu peux réfléchir, tu peux te triturer le cerveau autant que tu veux. Il y a toujours des choses du réel que tu vas oublier. C'est inévitable. Et c'est là pour justement faire en sorte de combler ça. D'accord. Et ça veut dire aussi que ton logiciel, il marche très bien. Tu veux le réutiliser dans un autre cadre. Ok, tu vas pas refaire l'analyse de risque et tout, ou éventuellement, s'il y a des grosses différences, tu vas refaire une évaluation d'écart. Mais surtout, c'est la qualification que tu vas devoir refaire. Tiens, je le mets sur une autre ligne de prod dans un autre contexte. La qualification, tu la refais. Tu le réinstalles sur le nouveau, dans le nouveau cadre, et puis tu vois comment ça réagit. Et cette qualification peut donner lieu à des redéveloppements? C'est ce qu'on préfère éviter. Ça marche sur mon poste, les gars, arrêtez. Non, là, si c'est vraiment, oui, ça peut. Si c'est vraiment un problème qui est lié à ça, ça peut. Tu peux aussi adapter ton environnement pour ça. Tu peux éventuellement devoir mettre des tests en place, une manière de faire différente en place. Typiquement, des recalibrages, ce genre de choses. Mais si la qualification marche pas, bien sûr, oui, tu auras des problèmes de ton côté dans la vraie vie, donc tu vas devoir éventuellement demander des patchs. Ouais. Trop marrant. Du coup, je sais pas si vous attendez. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on parle. J'avais encore quelques petites questions, mais donc j'aimerais quand même est-ce que vous pourriez donner des conseils aux qualiticiens qui nous écouteraient et qui aimeraient finalement être meilleurs dans la réception logicielle, pas dans le développement, mais voilà, quand on leur demande, tu vas participer à ce projet de mise à jour des SAP ou d'aider pour le développement d'un truc spécifique qu'on a demandé à des gens, quel conseil vous pourriez leur donner? Moi, le premier conseil que je leur donnerais, c'est d'essayer d'avoir une vision à 360 degrés. Pas eux, mais le grand rôle d'un qualiticien, c'est quand même d'aller voir toutes les parties prenantes et vraiment comprendre le besoin, pas juste la surface. Si tu prends ton Rubik's Cube, toi tu vois la face, moi je vois une face, toi t'en vois une autre. Et c'est important qu'on voit tout ça. Donc allez voir les gens de l'IT, allez voir les utilisateurs finaux, faites un Gemba s'il faut, comprenez la chose. Ça semble basique, mais c'est vraiment ça, parce que une fois que tu auras bien compris le besoin initial et les implications que ça aura à droite à gauche, de tes données, quelles données tu dois avoir, comment elles seront traitées, est-ce qu'elles sont sécures, est-ce qu'elles sont
tout ça, et une fois que t'as toutes ces informations-là, tes fondations, elles sont bonnes, et donc tu peux partir sereinement. Moi, je dirais que il faut oublier que c'est un outil informatique. Il faut garder à l'esprit que c'est un outil. C'est-à-dire que le qualiticien va développer, c'est lui qui va développer un outil pour résoudre son problème, que quelqu'un va traduire. Mais du coup, pendant la conception, il faut garder en tête que c'est un produit de mon métier à moi, et pas du métier du développeur. Et du coup, de l'écrire comme j'explique qu'est-ce que je veux que mon outil fasse, en oubliant complètement l'informatique. Après, il y a forcément des spécifications typiquement techniques, quand on parlait de sécurité, des choses comme ça qui arriveront. Mais vraiment, faut oublier l'informatique. Et vous dire, par exemple, je veux, si on reprend l'exemple du LIMS, je veux un logiciel qui me permette d'enregistrer mes résultats, quoi. C'est même pas un logiciel. Enfin, je veux un outil qui me permet d'enregistrer mes résultats. Oui. Et que les résultats, ils restent, ils soient pas modifiés dans le temps et que ma donnée, elle reste sûre, quoi. Oui. Ça peut être cette demande-là, quoi. Oui. L'exemple d'une feature, c'est pour une règle, on va dire, je veux un outil qui soit capable de me donner la distance entre deux points. On ne sait pas à quoi ça va ressembler, mais c'est voilà. Ça peut être en plastique, ça peut être en bois, ça peut être arrondi, ça peut être. Être marrant. Et alors par contre, vous parlez du service IT, d'aller le voir et tout. Moi, j'ai été voir le service IT plusieurs fois. Alors, ça ressemble pas du tout à ce que vous allez être en train de décrire. Enfin, là, je vais peut-être me faire défoncer par tout un tas de gens, mais moi, j'ai l'impression que il y a des gens qui gèrent un petit peu les données des éléphants, genre de SAP, des trucs comme ça, d'autres qui font un peu qui gèrent un peu le réseau, quoi. D'autres qui gèrent le matériel informatique. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des gars qui challenge les architectures logicielles, quoi. Non, ça c'est sûr. Mais par contre, aller voir les gens de l'IT, c'est important pour avoir, par exemple, tout ce qui est la sauvegarde de tes données, les backups, ce genre de choses. Peut-être eux, ils auront besoin que les données soient sous une certaine forme pour pouvoir les exploiter, pour pouvoir les stocker. Peut-être il y aura des interactions entre différents outils. Peut-être ton LIMS, il va se connecter à un outil tiers. Et ça, eux pourront te dire, ah bah tiens, nous on utilise ça, telle version, on refuse telles interconnexions et tout. Là où je te rejoins, c'est dans la vraie vie, on devrait avoir un interlocuteur qui comprend le logiciel. Malheureusement, souvent dans la pharma, tu as des sections recherche et développement qui font ça, mais ça reste très segmenté. Les interlocuteurs sont très difficiles à trouver. Donc, je rejoins complètement Bastien là-dessus. Tu dois voir tous les interlocuteurs pour voir tous les impacts que tu as chez toi, mais tu dois au maximum t'abstraire du logiciel. Tu dois faire en sorte, voilà, je veux un outil qui me permette de faire ça. Et à partir de là, malheureusement, tu devras faire la communication toi-même et essayer de mieux comprendre l'éditeur pour voir ses problématiques, son angle de vue. Ce qui est pas forcément facile. Là, du coup, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'IT sera fournisseur de contraintes, pas d'aide, quoi. Souvent, c'est comme ça. Ouais. Ils ont souvent pas le temps aussi. Les services IT sont souvent surchargés du fait qu'ils s'occupent du parc informatique, ils s'occupent de l'arrivée des nouveaux utilisateurs, de tous les gens qui ont perdu leur mot de passe. Ils sont souvent surchargés de demandes. De demandes des utilisateurs et des demandes d'utilisation quotidienne de l'informatique de l'entreprise, qu'ils n'ont pas le temps d'améliorer les systèmes informatiques et de se pencher sur l'amélioration des systèmes informatiques. C'est pour ça qu'ils paraissent souvent très frileux, parce qu'on arrive avec un nouveau truc, ils disent oh là, mais nous ça va demander beaucoup de choses, on n'a pas le temps, quoi. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu tous les services qui vont être dans ce cas-là, hein. La qualité, elle doit gérer toutes les choses du quotidien, et quand tu leur dis on vient de voir pour un nouveau logiciel, faut écrire l'URL et tes spécifications, ou même quelqu'un du métier, hein. Putain, faut que je libère les lots, là, les gars. Dans 6 mois ou 1 an, ils vont te dire, mais j'ai pas le temps. Là, j'ai mon lot à libérer, j'ai ma prod à faire tourner, ça va être pareil, hein. C'est pour ça que souvent dans des logiciels, on va prendre des équipes de 20 personnes, et dans les 20 personnes, il y aura 2 développeurs, parce qu'il va falloir un fonctionnel, il va falloir un pilote, il va falloir un mec qui fait l'infra, il va falloir un mec qui machin. Et du côté de l'entreprise, du client, c'est la même chose. Il va falloir débloquer du temps partout. Mais est-ce que justement, on parle de l'IT en mettant un peu la faute sur eux, mais est-ce que c'est pas aussi aux équipes qualité d'avoir des interlocuteurs, que ce soit dans la qualité globale par exemple, d'avoir des personnes
qui connaissent ça. On a le concept de pharmacien libérateur, on a des gens qui sont quand même spécialisés dans un domaine d'expertise particulier. Ça me semblerait pas aberrant d'avoir des gens de la qualité spécialisés dans le logiciel, au vu de la prépondérance du logiciel dans totalement moi, d'accord. Vécu ça, hein. Enfin, je pense que j'ai pas la même expérience que toi, Paul-Adrien, parce que justement, dans les entreprises où j'ai été, on avait, dans une entreprise, on avait une personne au service IT son poste était QMIT, et il faisait vraiment l'interface qualité technique. Donc là, on rejoint Bastien qui disait tous les problèmes du quotidien. En fait, c'est pas lui qui gérait, hein, c'est pas lui qui s'occupait de installer un nouveau poste, créer les accès d'un nouveau ou débloquer les mots de passe. Et en fait, il faisait vraiment l'interface. Et en fait, c'est une personne, quand ce poste a été créé, on s'est posé la question, est-ce qu'on le rattache à l'IT en disant, il va gérer les mises à jour, les fonctionnalités, et faut qu'il ait un œil qualité pour ou on prend quelqu'un avec un œil qualité, mais qui comprenne le discours des alors IT, j'allais dire, ça va être, c'est réducteur, mais le côté, ils comprennent les mises à jour de logiciels, d'outils et de tout ça. Et donc c'est vrai que ça, ces profils-là, t'en as pas partout. Et c'est vrai que moi, pour avoir travaillé avec lui, en fait, il vulgarisait aussi pas mal de choses à moi, la personne de la qualité. Et justement, il faisait ce travail d'analyse de risque, de préparation des documents, de traduction des URS en spécification. Et en fait, je pense que c'était après alimenter les change control et tout ça, enfin la documentation, participer à la qualif. Et voilà. Et je trouve que ces profils-là, tu les trouves pas souvent. Et comme tu disais, si tu prends l'exemple du Rubik's Cube, lui, il avait l'aspect de voir 2, voire peut-être même 3 faces. Parce qu'il se posait aussi la question des fonctionnalités métiers et tout ça, et donc voilà. On a une solution, et c'est des gens qui vont être confrontés. Enfin, même s'ils y seront pas confrontés directement, ils entendront les problèmes IT. Et l'IT et donc la validation, elle est partout. Enfin, je veux dire, tu passes la porte, t'as déjà un portail d'accès qui lui doit être validé. C'est vraiment omniprésent. Donc ce genre de rôle dont tu parles me semble vraiment une bonne chose. On devrait c'est une mauvaise conception. Dans l'informatique, même rien que si on parle de qualité de base de données, qui est super important. Les bases de données propres, j'en ai vu très très peu en production. On devrait rien que pour ça avoir quelqu'un qui gère la qualité des données, parce que c'est critique à notre époque. Et on n'a pas suffisamment ces rôles-là, ces rôles composites, on va dire, de personnes qui font qualité informatique et qualité métier en même temps. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que notre conception à nous tous qui travaillons, enfin le commun des mortels qui travaillons dans l'industrie, de conception de l'IT, c'est pas du tout ça, quoi. En fait, c'est à côté. Enfin, c'est des fonctions qui existent qui existent plus ou moins, mais qui sont pas là avec la compétence terrain métier et logiciel qui permettent de faire cette liaison efficace entre les deux. Et ça, c'est leur travail qui doit être dédié. C'est ces gens-là qui doivent faire tout ce dont on a parlé aujourd'hui, quoi. La qualité, c'est un métier. L'informatique, c'est un métier aussi. C'est avoir les deux, c'est des compétences qu'il faut avoir. Je comprends aussi que les gens de l'IT, non seulement n'aient pas le temps, mais n'aient pas forcément les compétences là-dedans. C'est pas eux qui subissent souvent les audits. Donc, c'est difficile de comprendre ça. Et je te rejoins, Mélanie. Je trouve que c'est un super moyen de le faire. Avoir un interlocuteur dédié pour ça. Et avec ça, tu fluidifies toute la chaîne. Donc tout ça c'est super intéressant et malheureusement faut qu'on reste plus ou moins dans le format. Je pense qu'on pourra encore parler de tout ça pendant très longtemps. C'est ce que j'allais dire. On va faire un nouvel épisode avec tout ce qu'il y a à dire. En tout cas, merci beaucoup. Je pense on va conclure là-dessus. En tout cas, je pense qu'on a fait quand même pas mal un tour d'horizon de l'ensemble du sujet que je voulais traiter. Je verrai on verra si on doit faire des compléments plus tard et avec les questions qu'on recevra, etc. En tout cas, merci à vous deux d'avoir participé à ce podcast. Est-ce que les gens qui nous écoutent et qui aimeraient vous contacter par rapport à vos entreprises ou par rapport à des questions spécifiques, comment ils pourraient vous trouver? Est-ce qu'ils pourraient vous contacter? Comment ils pourraient vous trouver? Pour ma part, déjà sur LinkedIn, Julien Baudot, BEAUDAUX, et puis via le logiciel que j'ai créé, donc gordios.app. Et puis, à partir de là, vous pouvez me contacter, pas de souci. Trop bien.
Alors moi, je vis un peu dans une cave, je suis très peu contactable, mais l'entreprise SupplyGraph dont j'ai parlé dans l'industrie est trouvable sur LinkedIn. On est toujours partant pour discuter des sujets industrie et qualité, donc n'hésitez pas. Toi, Bastien, c'est si vous avez un problème plutôt métier et que vous voulez transformer des choses qui existent déjà en physique, dématérialisées, trouver des solutions pour gérer plus facilement, pour manager différemment via des outils informatiques, c'est toi qu'il faut contacter, quoi. Voilà, c'est la résolution de problèmes, le problem solving, c'est ma passion. Trop bien. Bon, en tout cas, merci à tous. J'espère que vous avez appris des choses. Je n'ai aucun doute que vous aurez appris des choses pendant cet épisode. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci à tous de nous écouter. Merci. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Dans cet épisode, nous allons parler de la validation informatique avec mes invités prestigieux. Donc, on a Julien et Bastien. Julien Baudot, docteur en informatique et expert en qualité et affaires réglementaires pour le logiciel dans l'industrie du médical. Bastien Fréburger, développeur d'applications métiers et espère améliorer sa qualité via ce podcast. Regardez, donc écoutez cet épisode parce que je suis certain que vous allez apprendre beaucoup de choses, surtout si vous êtes qualiticien et que vous êtes toujours posé la question qu'est-ce que je dois faire avec ma qualification logicielle, qu'est-ce que je dois faire quand on me propose de participer à un projet de patch, de version SAP, etc. Ces messieurs ont une foule de choses à vous apprendre sur le sujet. Retrouvez-nous dans cet épisode. Voilà, c'était juste ça. On verra ce que ça donne. C'était bien, sinon, dans l'ensemble, vous en pensez quoi? C'était